Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une, dans l'actualité. À la une, dans l'actualité nationale, après la fin des travaux de réparation, le navire Abu Yasser reprend la mer. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient, où 55 Palestiniens tués dans des frappes. Israël menace une offensive plus vaste en Gaza. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le Djibouti Ship Repair Yard est dock modulaire, flottant, ultramoderne, l'un des plus avancés et des plus grands d'Afrique de l'Est et de la mer Rouge, a débuté les travaux de Abu Yasser à 17h. Les travaux de réparation et d'entretien comprenaient le nettoyage de la coque et du fond à l'aide d'équipements haute pression, l'application d'un revêtement premium et un anti-fouling, le polissage de l'hélice et le remplacement des anodes en zinc usagées par des neuves. Les autres tâches comprenaient le grattage de la coque, le nettoyage des cales, la soudure et la peinture afin d'assurer les performances optimales du navire. Il est actuellement stationné au poste d'amarrage 6 avec à son bord 16 614 têtes de bétail réparties comme suite, à savoir 16 009 moutons et 605 chameaux. Les travaux ont été achevés dans les délais avec un niveau de qualité élevé, marquant ainsi une réussite pour le chantier naval. Le jeudi 24 avril, le navire a été désarmé avec succès et a repris la mer à 16h45, après avoir stationné au poste d'amarrage 6 du poste de Djibouti avec à son bord les 16 614 têtes de bétail. Rappelons que c'est une première pour le port de Djibouti, qui va renforcer à terme la position de notre pays dans des services de réparation maritime. Djibouti est déjà un centre logistique et commercial clé, et le chantier naval de réparation de Djibouti consolide les infrastructures maritimes du pays. C'est pour rappel, c'est le 31 juillet 2023, sous le leadership éclairé du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, que Djibouti a franchi une étape historique avec l'arrivée au port de Djibouti du plus grand dock modulaire flottant de la région, pièce maîtresse du Djibouti Ship Repair Yard. Il s'agit là d'une vision présidentielle devenue réalité. C'est le démarrage d'un projet stratégique parfaitement intégré dans la vision 2035 du président Guelleh. Ces chantiers d'une dimension de 217 mètres de longueur avec 43,5 mètres de largeur, d'une capacité d'élevage impressionnante de 20 100 tonnes, va à terme créer des milliers d'emplois directs et indirects. Direction les États-Unis d'Amérique, où dans une réunion stratégique entre Ilyas Moussa Douale, ministre djiboutien de l'économie et des finances, et M. Zirid Ahmed Ould-Beuh, son homologue mauritanien, Djibouti a réaffirmé son soutien total à la candidature de ce dernier à la présidence de la Banque africaine de développement. Les discussions ont porté sur les alliances nécessaires pour renforcer cette ambition, tout en abordant les délais et les défis économiques communs aux deux pays, face à une compétition accrue, notamment avec des candidats de la Zambie, de l'Afrique du Sud. Djibouti et la Mauritanie ont mis sur des partenariats internationaux. Le soutien des puissances comme le Japon, les États-Unis et l'Égypte est jugé crucial pour mobiliser les votes nécessaires. L'initiative de la Corne d'Afrique, pilotée par Djibouti, a également été identifiée comme un levier diplomatique essentiel. Les deux ministres ont évoqué les difficultés économiques partagées, notamment la gestion de la dette. La Mauritanie, qui a réussi à restructurer sa dette, proposera son expertise technique à Djibouti pour améliorer ses capacités institutionnelles. Cette opération vise à renforcer la résilience économique des deux nations. Pour s'asseoir la crédibilité de la candidature, c'est dit, plusieurs événements stratégiques ont été planifiés. Un débat et dîner au Ritz-Carlton le 24 avril, réunissant des diplomates influents. Une réunion clé le 23 avril dans le cadre de l'initiative de la Corne d'Afrique avec la participation attendue et ainsi des visites diplomatiques intensives en Afrique de l'Est, à savoir le Kenya, l'Éthiopie, l'Ouganda et le Nouakchott pour un événement majeur le 5 mai prochain. Cette alliance entre Djibouti et la Mauritanie illustre une volonté commune de relever les défis économiques et diplomatiques en soutenant la candidature de Zirid Ahmed Ould-Beuh. Les deux pays aspirent à renforcer leur influence sur la scène continentale tout en promouvant un développement durable. Retour à Djibouti, où l'association APEPS, parrainée par le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, a le plaisir de vous annoncer le lancement de la toute première semaine nationale du bénévolat et du civisme.
Du 26 au 30 avril, cette initiative ambitieuse invite les élèves, les enseignants, les familles, les communautés locales à se rassembler autour des valeurs essentielles, le civisme et le bénévolat. Dans le cadre des préparatifs, des délégations de la PES ont été déployées dans la capitale et les régions de l'intérieur afin de garantir la réussite de cet événement inédit. Au programme des activités sportives, socio-éducatives et culturelles organisées dans tous les établissements scolaires du pays. Les actions s'étendront dans les écoles, autour des écoles, dans les quartiers et dans les communes, impliquant toute la communauté pour un impact durable. Le point culminant de cette semaine, un relais national qui traversera les 5 grandes régions du pays et de la capitale pour symboliser l'unité, la solidarité et l'engagement de la jeunesse. L'arrivée du relais est prévue demain, samedi, après-midi, à l'esplanade du Palais du Peuple avec une convergence de plus de 1500 élèves avec l'encadrement et pour manquer cet élan citoyen, les participants réciteront un serment d'engagement civique et bénévole. Mon école à moi, mon quartier à moi, ma commune plutôt à moi, ma région à moi et mon pays à moi. Soyez acteurs de cette semaine historique et contribuez à construire un avenir basé sur le civisme et la solidarité. L'association APEPS pour une jeunesse engagée et un avenir solide, l'ensemble des services de sécurité et de la santé sont mobilisés pour la réussite de ce grand rassemblement des jeunes. Direction l'Égypte où le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, M. Omar Abi Saïd, a participé à la 51e session de la conférence de l'Organisation arabe du travail qui se tient au Caire, en République arabe d'Égypte, du 19 au 26 avril. Le ministre était accompagné d'une délégation tripartite composée de hauts cadres du ministère, des représentants des travailleurs et des représentants des employeurs, illustrant ainsi l'attachement de la République de Djibouti au principe du dialogue social et de la concertation entre les partenaires sociaux. Rappelons que cette conférence annuelle réunit les ministres du travail des pays membres de l'OIT ainsi que les représentants de l'organisation d'employeurs et de travailleurs pour discuter des grandes orientations en matière de politique de l'emploi, des relations professionnelles et de développement du travail décent dans le monde arabe. À cette occasion, le ministre a prononcé un discours dans lequel il a mis en avant les efforts entrepris par Djibouti pour promouvoir le travail décent, renforcer le dialogue social et favoriser l'emploi. En marge des travaux de la conférence, le ministre a eu un entretien bilatéral avec le directeur général du Centre du travail de l'Organisation de la coopération islamique, au cours duquel les deux parties ont échangé sur les perspectives de coopération entre Djibouti et le Centre du travail, notamment dans les domaines de la formation, de l'insertion des jeunes, de la mobilité du travail dans l'espace islamique. La participation de la délégation djiboutienne à cette importante rencontre régionale traduit l'engagement continu de la République de Djibouti en faveur d'une gouvernance inclusive du travail fondée sur le tripartisme, la concertation et la promotion des droits socio-économiques. Eh bien, à cette occasion, le ministre a prononcé un discours dans lequel il a mis en avant les efforts entrepris par Djibouti pour promouvoir le travail décent, renforcer le dialogue social et favoriser l'emploi des jeunes. Il a également plaidé pour une coopération plus étroite entre les États membres dans le cadre d'une solidarité arabe active face aux défis communs du monde du travail. Je cite, « Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes sincères remerciements à son Excellence, M. Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, pour son parrainage bienveillant de cette conférence d'importance capitale. Je remercie, a-t-il dit, également la République arabe d'Égypte pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse qui nous a été réservée. C'est pour moi un grand honneur de prendre part à la 51e session de la conférence de l'Organisation arabe du travail qui se tient cette année en République arabe d'Égypte. Il ne fait aucun doute que l'Organisation arabe du travail suit de près les évolutions préoccupantes, les défis majeurs auxquels fait face actuellement le peuple palestinien, notamment les crimes, la famine et les souffrances infligées par l'occupation israélienne en violation flagrante des lois et normes internationales. À cet égard, nous appelons à la cessation immédiate de cette agression barbare. En conclusion, je souhaite adresser mes remerciements les plus sincères à l'ensemble des participants de cette conférence, a-t-il conclu le ministre du Travail.
Cette fois-ci, je vous emmène en Irak, où sur fond de guerre commerciale à grande échelle, marquée par un éventuel ralentissement de la croissance économique mondiale, le Parlement arabe a tenu cette fois-ci ses travaux de la 4e session dans la capitale irakienne, à Bagdad, du 18 au 23 avril dernier au siège du Parlement irakien. La délégation parlementaire djiboutienne, conduite par l'honorable député Ibrahim Ahmed Abdo, a participé activement à ces rencontres interparlementaires arabes, aux côtés également des membres du Parlement arabe, Abdo Kamil Mohamed et M. Mahmoud Hassan Farah et de M. Ali Zaid Chadeli. La question palestinienne, considérée comme l'épine dorsale du monde arabe, et les enjeux des défis géopolitiques auxquels le monde arabe se trouve confronté ont été largement discutés par les parlementaires. Rappelons qu'au passage que les 4 commissions du Parlement arabe ont siégé et ont étudié des questions relatives au développement de la conjoncture actuelle, la sécurité nationale, les droits de l'homme, la jeunesse, l'épanouissement de la femme arabe et enfin le budget de cette grande institution parlementaire arabe. Retour à Djibouti, santé à présent, où le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali, en présence de M. Al-Silaï et de la représentante de l'OMS, Dr Djoumana Hermes, a présidé le 21 avril dernier l'atelier de validation du guide technique de la tuberculose sensible. Ce guide a été révisé avec l'assistance technique d'un expert en tuberculose mise à disposition par l'Expertise France et par la participation des spécialistes du pays. Le précédent guide du programme national de lutte contre la tuberculose datant de 2017, l'actualisation de ce guide a été initiée par le ministère de la Santé afin que Djibouti s'aligne aux nouvelles recommandations et mises à jour publiées par l'Organisation mondiale de la santé en matière de prévention et de prise en charge de la tuberculose sensible, ainsi que des outils de reporting d'informations. En 2004, à Djibouti, plus de 2369 cas de tuberculose ont été déclarés, soit une incidence de 218 cas pour 100 000 habitants. La mortalité s'élève à 23 cas pour 100 000 habitants et une co-infection du VIH de 3%. Dans leur intervention respective, les officiels n'ont pas manqué de féliciter l'équipe ayant pris part à l'amélioration du guide et ont également rappelé que malgré les résultats enregistrés, des efforts restent à entreprendre dans la lutte contre la tuberculose, pathologie très contagieuse qui nécessite également l'accompagnement du patient au niveau de la communauté pour l'actualisation des guides adaptés dans le contexte d'une facilitation des guides de prise en charge de la tuberculose sensible. Le secrétaire général a formulé des vœux profonds de pouvoir répondre aux rendez-vous et des objectifs de développement durable en mettant fin à la tuberculose d'ici 2030. Ainsi, les résultats enregistrés des efforts restent à entreprendre dans la lutte contre la tuberculose, pathologie très contagieuse qui nécessite également l'accompagnement du patient au niveau de la communauté. Écoutons-les. J'ai vu que le programme de tuberculose a réalisé une baisse de l'incidence de tuberculose continue depuis l'an 2000 jusqu'à maintenant. C'est grâce à votre travail. Donc l'OMS met les guides, elle collecte l'évidence, ce qu'on a comme évidence à partir des recherches qui sont publiées donc, partout dans le monde pour dire voilà ce qui marche, voilà ce qu'il faut utiliser. Mais en fin du compte, aucun pays n'est comme l'autre. Chaque pays doit trouver ses orientations, comment utiliser cette évidence qu'elle a mis pour vous, l'OMS. On a pensé que la tuberculose était suffisamment maîtrisée et sous contrôle, surtout en Europe, alors que les chiffres nous démontrent que la tuberculose est toujours là, présente. Présente parce que ça nous demande de mener contre la tuberculose et même les autres maladies transmissibles et non transmissibles une lutte ordonnée et scientifiquement prouvée. Revenons à ces guides. Je pense que mes félicitations vont aux consultants et particulièrement aussi à tous nos médecins spécialistes qui ont travaillé et contribué à l'élaboration de ce nouveau guide qui prend en compte non seulement la prise en charge de la tuberculose, mais également aussi qui prend en compte les autres maladies chroniques. Eh bien, pour plus de précisions, écoutons le secrétaire général du ministère de la Santé.
C'est avec un grand honneur et une profonde responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui pour cette importante cérémonie de validation de notre guide de prise en charge de la tuberculose. La tuberculose demeure l'une des principales préoccupations de santé publique dans notre pays. Les différents intervenants l'ont bien rappelé, et dans le monde entier, et notre engagement à lutter contre cette maladie est plus crucial que jamais. Ce guide représente le fruit d'un travail acharné, d'une collaboration étroite entre les responsables de la direction, du programme, des médecins praticiens, mais aussi des professionnels de santé et l'expert ici présent qui est venu à plusieurs reprises pour travailler sur cette thématique. La validation de ce guide est une étape clé dans notre lutte contre la tuberculose. Elle nous permettra d'harmoniser nos efforts, de garantir une prise en charge de qualité pour tous les patients et de renforcer notre système de santé dans son ensemble. Nous devons nous rappeler que chaque personne touchée par la tuberculose mérite une attention particulière et un traitement approprié. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce guide. Votre expertise, votre dévouement et votre passion pour la santé publique sont inestimables. Ensemble, nous avons la capacité de faire une différence significative dans la vie de milliers de personnes. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi cette prestation de serment qui s'est tenue au palais de justice de Djibouti, qui a abrité la traditionnelle et non moins réglementaire prestation de serment à l'exercice de la profession d'avocat. Ainsi, vu Mme Hamda Abdi Khairé, appelée en toute solennité à la barre par la première présidente de la Cour d'appel. Appelée à la barre devant amis et famille, Hamda Abdi Khairé a levé la main droite, prononçant le serment solennel, je cite, « Je jure de m'acquitter avec droiture et rigueur dans chaque cas et agir les fonctions qui sont miennes avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. » L'avocat s'engage à respecter les principes essentiels de sa profession figurant dans le serment qu'il prête lors de son entrée en fonction. Il est tenu d'autres obligations définies dans le règlement intérieur national, confidentialité, secret professionnel, relation avec ses confrères. En cas de manquement de ces obligations, il est passible de sanctions pouvant aller jusqu'à la radiation définitive. Direction le sud du pays, là où la ville d'Ali Sébié a vibré au rythme de la culture, de la littérature, en accueillant en grande pompe la 3e édition du Salon du Livre de Djibouti, placé sous le signe du savoir, de la lecture et de la jeunesse, organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en collaboration avec l'Association des lectures et des écrivains d'Ali Sébié. Une forte délégation composée d'auteurs, de conteurs et des membres éminents du monde littéraire, conduite par le commissaire du Salon, M. Omar Youssouf, ainsi que des cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture, s'est rendu à Ali Sébié pour célébrer cet événement culturels d'envergure. À leur arrivée, ils ont été chaleureusement accueillis par les autorités locales, à savoir le préfet de la région, Abdul Malik Mohamed Benoïta, le président du conseil régional, Sharmaki Hassan Alari, la préfète adjointe, Saïda Waberi Assoui, ainsi que le président de l'association des lecteurs et des écrivains. Cheikh Omar Abdi, les membres de l'association des lecteurs et des écrivains d'Ali Sébié et de nombreux passionnés de lecture. Le président de l'association des lecteurs et écrivains d'Ali Sébié a remercié les autorités régionales ainsi que la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hiboum Assoui, pour la considération donnée à cette 3e édition du Salon du Livre organisé à Ali Sébié pour la première fois. L'événement a débuté par une conférence littéraire ouverte par M. Omar Youssouf qui a exprimé ses remerciements sincères au peuple asséjouk pour l'accueil chaleureux. Les échanges se sont ensuite succédés entre les panélistes dans une ambiance riche et inspirante. Le public a également l'occasion de découvrir sur les différents stands les nouvelles œuvres des 5 jeunes écrivains de la région, fièrement présentés à cette édition du Salon. En parallèle, la bibliothèque CLAC du CDC d'Ali Sébié a accueilli un atelier de contes dédié aux écoliers, au cours duquel des kits de matériel scolaire ont été offerts aux jeunes participants. Eh bien, cette journée a marqué un moment fort pour la région d'Ali Sébié qui s'est distinguée par son engagement dans la promotion de la lecture,
de la jeunesse et du patrimoine littéraire djiboutien. Écoutons-le. De la jeunesse et de la culture nous a demandé de rencontrer les jeunes d'Ali Sabié. Et cette année, c'est la 3e édition du Salon du Livre. Ce salon, qui se veut annuel, a été institué par le président de la République. Et nous respectons cette périodicité annuelle qui a été décidée par décret présidentiel. Nous aurons aimé fêter en même temps dans toutes les régions. Parce que toutes les régions ont droit à la culture, ils ont droit à la littérature. Et cette année, on a choisi Ali Sabié. L'année dernière, on a fait une escapade à Tadjoura. Ce soir, en travaillant sur le livre d'une jeune écrivaine d'Ali Sabié, j'ai lu un très beau texte. Elle s'appelle Habsa. Direction Arta, où une rencontre significative s'est tenue entre la Commission nationale des droits de l'homme, le préfet de la région d'Arta et les différentes administrations déconcentrées. Cette réunion avait pour objectif principal de renforcer la collaboration entre les différentes entités afin de promouvoir et de protéger les droits de l'homme dans la région d'Arta. Déroulement de la rencontre a débuté par une allocution de bienvenue du préfet de la région d'Arta qui a souligné l'importance de la collaboration entre les différentes entités pour un meilleur respect des droits de l'homme. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme a ensuite pris la parole pour présenter les initiatives en cours et les projets futurs de la Commission. Le commissaire en chef a ensuite introduit la représentante de l'antenne de l'institution d'Arta aux organes déconcentrés. Et qui est le président et son équipe eux-mêmes vont nous expliquer. Donc je ne peux que dire soyez les bienvenus encore une fois à Arta. Et voilà, et bonne écoute. Alors le président va nous dire, va nous exposer, et puis il y aura un diapo donc sur cette vulgarisation. Dès là, je vous emmène dans le nord du pays où, comme chaque année, sous le patronage de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, M. Faisal bin Sultan, et sous la supervision de l'attaché religieux Saad bin Abdelaziz, le centre roi Abdelaziz à Tadjoura a eu l'honneur d'organiser une célébration dédiée aux élèves de terminale sur le point de terminer leurs études secondaires. La cérémonie, qui a eu lieu le mercredi dernier dans une ambiance festive, a illustré et s'est tenu à l'hôtel Gadilé, situé dans la ville Blanche. Cet événement a rassemblé de nombreuses personnalités éminentes, parmi lesquelles Mohamed Abbas, préfet de la région, Abdelkader Omar, vice-président du conseil régional, Saad bin Abdelaziz, attaché religieux de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite et directeur du centre roi Abdelaziz de Tadjoura, ainsi que le directeur de l'école du centre roi Abdelaziz à Tadjoura et le président de l'annexe RPP de Tadjoura. La cérémonie a commencé par l'hymne national, suivi de la lecture du Saint-Coran. Le directeur de l'école roi Abdelaziz a ensuite prononcé un discours de bienvenue. Les élèves honorés ont eu l'opportunité d'exprimer leur talent acquis tout au long de leur parcours scolaire, remerciant leur entourage dans les 3 langues, l'arabe, l'anglais, le français. Un reportage retraçant l'historique du centre a également été diffusé. Les interventions du préfet de Tadjoura et du président du conseil régional, Mar Hussein, ont rappelé l'importance du centre islamique tant pour Tadjoura que pour le pays. Sport à présent, où l'Académie Est Africa de Djibouti, première école de football agréée en République de Djibouti, a organisé au Stade Goulet la 2e édition du tournoi intitulé Fête des jeunes footeux, précédemment organisé sur plusieurs jours, mardi, jeudi et vendredi. Le grand terrain synthétique nouvellement refait du Stade Goulet a permis de faire jouer en une seule après-midi toutes les catégories d'âge, à savoir les 5 à 6 ans, les 7 à 8 ans, les 9 à 10 ans, les 11 à 12 ans et les 13 à 15 ans. Près de 280 enfants et jeunes adolescents, filles et garçons confondus et issus d'horizons et de statuts différents,
ont donc participé, en plus de faire jouer un maximum des jeunes sportifs dans un cadre sécurisé et de confort vestiaire. L'objectif de ce genre de tournoi poursuit un triple objectif, à savoir évaluer les acquis des séances d'entraînement, apprendre l'esprit de gagneur et de combativité dès les plus jeunes âges, créer un cadre propice au tissage des liens d'amitié, d'échange et fraternité entre des jeunes issus d'horizons et de statuts différents, bien que la majorité des parents veulent avoir leur enfant toujours gagné. Aujourd'hui viennent s'amuser et s'épanouir. Et concernant aussi l'académie, c'est très bien de mettre les jeunes ensemble et de s'épanouir. En tout cas, c'est une très bonne initiative. Je salue l'organisateur et que cela continue encore toujours. Les jeunes dans l'avenir seront très bons. Voilà, seront très bons, avec d'abord un bon état d'esprit d'abord, une très bonne organisation aussi. Et dans l'actualité internationale, Israël a menacé de lancer une offensive plus vaste à Gaza, où au moins 55 Palestiniens, dont des enfants, ont été tués dans des bombardements israéliens, rompant une trêve de près de 2 mois dans la guerre déclenchée il y a plus d'1 an et demi. Israël a repris le 18 mars dernier son offensive aérienne puis terrestre contre la bande de Gaza. Plus tôt hier, l'armée a appelé les habitants des localités de Beit Hanoun et de Cher Zayed, dans le nord de la bande de Gaza, à évacuer avant une frappe puissante. La défense civile et des sources hospitalières palestiniennes ont fait état de leur côté 55 morts depuis le début de la journée d'hier. Eh bien, depuis le lancement de l'opération Déluge Al-Aqsa, le nombre des soldats israéliens tués a dépassé les 300. Alors que le nombre des familles endeuillées continue de croître. Cette réalité s'inscrit dans un climat marqué par des appels croissants à un arrêt des hostilités. Certains observateurs estiment qu'Israël s'enlise dans le conflit à Gaza. Selon le quotidien, le ministère israélien de la Défense annonce la mort de 316 soldats et membres des forces de sécurité, ainsi que celle de 119 civils israéliens depuis avril 2024. Le ministère a par ailleurs fait savoir qu'environ 6000 familles israéliennes ont perdu un proche depuis le début de l'offensive contre la bande de Gaza en octobre dernier. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.